Merci Sophie. En t'écoutant parler sur les tabous, je me suis dit là, je faisais face à un challenge freudien, quoi. Parce que la question comment parler sans tabou sur les tabous, alors là, j'étais perdu dans mes pensées et je redescends sur terre. Alors là, je vais vous parler des tabous, mais je vais vous parler du rôle particulier de la violence dans une science des effondrements. Quelque part, on parle tout le temps d'effondrement, nous, mais on ne parle jamais de violence, ou c'est un peu caché. Alors, est-ce que c'est un tabou ? On va voir ça. Alors, c'est un article que j'ai écrit avec Jean-Yves Courtonne, Serge Fenet, Guillaume Mandil. Du coup, ils m'ont laissé le présenter. Au début, je me suis dit, c'est super, c'est sûrement que je suis le plus posé, le plus raisonnable de la bande. Pas évident, peut-être. Puis après, peut-être, je me suis dit, je suis le plus malin. Bon. Et puis, hier, quand j'ai relu l'article, j'ai enfin compris pourquoi. C'est que dans l'annexe de l'article, alors lisez l'article, il est super, il y a une annexe sur l'insurrection. Et alors, on va discuter ensemble, et puis vous allez peut-être vous dire, ce gars-là, il prône pas un peu l'insurrection ? Et là, vous comprendrez dans l'annexe que l'insurrection, à la Révolution, ils ont dit l'insurrection est le devoir des citoyens. Si ça va pas, il faut l'insurrection. Puis après, ils ont oublié de l'inscrire définitivement. Bon, on ne sait pas pourquoi. Après Napoléon, il n'aimait pas trop l'insurrection, hop, en casse-prison. Et puis, il y a 15 ans, on a renforcé la chose, et c'est même l'incitation indirecte à l'insurrection. Et bien là, c'est 5 ans de prison et 300 000 € d'amende. Donc, je comprends que mes collègues et néanmoins amis, finalement, m'aient laissé présenter. Alors, la violence, elle n'a pas toujours été tabou. Sorel, qui est 19e siècle, qui est un marxiste convaincu, il a expliqué, là je vous fais le schéma de Marx, c'est un classique, voilà les violences. C'est clair, c'est les dominants qui l'exercent sur les dominés, et le fait qu'ils réagissent et qu'ils fassent l'insurrection et qu'ils veulent prendre le pouvoir, c'est pour Sorel une réaction complètement légitime, la violence est complètement légitime. Alors vous voyez, là c'est le cas de Marx. En fait, j'ai rajouté quelque chose qui n'existait pas du temps de Marx, c'est la nature. S'il y a une violence dans ces deux sens, il y a aussi, si j'ai mis la nature autour, j'ai un peu exagéré, mais on a dit qu'il y a quand même des pressions de la nature sur les êtres humains, et puis les êtres humains font des pressions sur la nature. Et ça, c'est pas les mêmes. Donc les flèches, là, il y a les mêmes tailles, mais c'est pas les mêmes. Il se trouve que la nature exerce plus de pression sur les dominés. Si moi j'habite les Hautes-Alpes et qu'il fait encore frais, vous allez voir que d'ici quelques années, c'est plutôt les riches qui sont dans les Hautes-Alpes, et les pauvres, ils sont dans les endroits où il fait très chaud. C'est déjà comme ça dans les pays du tiers-monde. Et donc, clairement, la pression n'est pas la même. Et puis, ce que les hommes exercent sur la nature, c'est pas non plus la même force et la même pression. On vous a raconté hier que quelqu'un qui va sur la Lune, c'est son objectif, sa consommation, ce que disait Marc Chenet, c'est je ne sais pas combien de milliers de fois notre pression sur la nature. Donc, quelque part, cette violence, elle est partout. Alors, cette violence, elle était affichée. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'elle est interdite. C'est une partie de la violence, ça pourrait être l'insurrection, c'est la casse-prison. Et du coup, on va réfléchir à ces questions de tabou. Alors, pour réfléchir à ces questions de tabou, moi, mon grand copain, c'est Castoriadis. Et du coup, c'est assez facile d'aller puiser chez lui pourquoi il y a des tabous. Alors, en fait, ce qu'il dit, c'est très simple. Ce qu'il dit, c'est que toutes les sociétés, alors qu'on appelle primitives ou pas, ou même les civilisations, elles se créent parce qu'il y a un imaginaire radical d'un collectif. Donc, une imagination radicale d'un collectif. Et on voit que cette imagination, elle est très florissante parce qu'une culture ne ressemble pas du tout à une autre. C'est des organisations complètement différentes. Et donc, à un moment donné, ça se cristallise, on est d'accord, on crée des façons de faire. On crée des façons de faire, ce qu'on appelle, ce qu'appelle Castoriadis des institutions. Et du coup, des institutions et des lois, c'est des façons de vivre ensemble, organisées. Et ces façons de vivre ensemble organisées, on ne va pas en changer, parce qu'en même temps qu'on a créé ces institutions, on a créé les tabous pour pas que ça bouge. Et du coup, en général, c'est les dieux. Quelque part, si la société est organisée comme ça, c'est parce que les dieux ont dit qu'il fallait l'organiser comme ça. Et si on ne fait pas comme ça, il y a les dieux qui sont fâchés. Et donc, la compréhension du monde, elle se fait à travers les tabous qu'on a créés. Et les institutions et les lois, elles sont faites que pour une chose, comme on verra après le dialogue, c'est fait pour agir sur le monde.
Comment agir ensemble sur le monde? Donc la question de l'action sur le monde. Donc ça, c'est les sociétés hétéronomes. Donc je vous ai dit primitives ou autres, mais aujourd'hui, alors aujourd'hui, regardons un petit peu. Alors reprenons la finance, parce que je suis prof de finance comme Marc Chenet. Si on commence à toucher, alors moi je fais travailler mes étudiants en éthique sur, ils prennent le sujet qu'ils veulent, alors ils prennent à un moment donné les produits financiers agricoles, la spéculation sur les céréales. Marc Chenet vous a montré la hauteur de cette spéculation. Et là, ils font une enquête et puis ils regardent l'impact sur les paysans les plus pauvres. Qu'est-ce que les prix font quand il y a variation de ces prix? Qu'est-ce que ça impacte la société et les hommes, la nature, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne demande jamais à faire aux étudiants. Ils font ça, ben, ils ont conclu quoi? Ils ont conclu qu'il faudrait arrêter cette spéculation. Après enquête. Bon. Et est-ce que c'est possible d'arrêter cette spéculation? Alors la question, elle est, c'est quoi la spéculation? C'est le fait qu'on peut vendre des paris, on peut faire des paris entre nous sur des marchés organisés. Et un tabou de la société, de notre société moderne, économique, c'est les marchés. C'est-à-dire toucher au marché, dire qu'il y a des choses où il ne faut pas faire de marché, c'est un véritable tabou, y compris sur l'évasion fiscale. Quand on a fait une lutte avec Marc Chenet et d'autres contre l'évasion fiscale, et puis l'équipe STIP, ben on s'est bien rendu compte qu'il y avait une réaction hyper violente parce que c'est un tabou, parce qu'y compris la fiscalité est vue comme un marché. Les entreprises doivent être libres de choisir où elles payent leurs taxes, etc. Ça fait partie, c'est un marché, ça ne doit pas être remis en cause. Donc le marché ne doit pas être remis en cause. Il y a un autre tabou qu'on peut découvrir par un exemple vécu. C'est un deuxième tabou qui ne concerne pas les marchés, mais qui concerne un autre truc tabou, c'est la propriété privée. Si vous touchez à la propriété privée, alors là, c'est la fin. Il faut vous détruire. Et du coup, la propriété privée, elle se loge même partout, parce que quand vous mettez en cause, par exemple, le greenwashing des fonds éthiques, derrière ce greenwashing des fonds éthiques, il y a quoi? Il y a le fait qu'on ne veut pas toucher, quand on vous vend un fonds éthique pour atteindre le 2 degrés, faire un monde à moins de 2 degrés, vous allez regarder ce qu'il y a dans ces fonds éthiques, vous allez trouver LVMH. Est-ce qu'on est sûr qu'avec les parfums, peut-être ça va aider, hein? On va parfumer le monde, ça va peut-être aider. Et puis Tesla, par exemple. Alors Tesla, bon, peut-être qu'en faisant avec les bitcoins, à un moment donné, ils proposaient que ce soit fait avec de l'énergie solaire. Donc c'est peut-être génial. On va peut-être vers le monde à 2 degrés. Mais quelque part, ce qu'on ne veut pas toucher, c'est à cette propriété privée. Et qui est détenteur d'une grande partie de la propriété privée et de la propriété des moyens de production? Eh ben, c'est les entreprises. Hein. Donc il ne faut pas toucher aux entreprises. Donc on voit qu'il y a des tabous puissants. Alors nous, en finance économie, c'est la propriété privée et le marché. Si vous touchez à ces deux choses, ça ne peut pas bien se passer. Alors, un troisième tabou qu'on va voir aujourd'hui, c'est la violence. C'est un tabou, la violence. Il ne faut pas de violence. Y compris ici. Y compris aussi, je vais essayer de ne pas faire de tabou sur les tabous, eh ben, ce ne serait pas bien pensant d'avoir invité des gens qui pensent radicalement différent. Parce il pourrait y avoir de la violence verbale, de la polémique forte. Et qu'est-ce qu'on adore aujourd'hui? C'est le dieu du consensus. Le consensus est un dieu, s'il y a polémique, c'est pas bien. On va dire c'est pas bien. Alors que, on va voir ça. On va voir la suite. Donc il y a ces tabous, et puis le tabou de la violence, qui est un tabou très fort. Alors par rapport à ce tabou de la violence, comment peut fonctionner? On va reprendre Castoriadis. Comment peut fonctionner une société sans tabou? Et ça, c'est ce qu'il décrit comme la démocratie. Alors lui, il prend l'exemple de la démocratie athénienne, mais ça n'a aucune importance. Et comment fonctionne une société sans tabou? Ben, il faut qu'elle casse ses tabous à un moment donné et qu'elle comprenne plus le monde à travers ses tabous. Et qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à l'autre graphique? C'est l'autre graphique, les lois sont fixes. Et quand on comprend le monde, on le comprend par rapport au tabou. Mais là, on ne va plus le comprendre par rapport au tabou. On va chercher à comprendre le monde collectivement par le logos. Et le logos, c'est le dialogue entre nous aujourd'hui. C'est ce dialogue-là qui est le logos. Et c'est un dialogue, alors chez les Grecs, c'est le dialogue rationnel. Et c'est là où il y a la science. Parce que ce n'est pas quelque chose, on ne va pas agir sur le monde que par les émotions. On va agir sur le monde par aussi une forme ou une autre de rationalité. Et
Et on va la trouver dans ce logos. Donc c'est là où on va loger la science. Et quelque part, cette histoire de créer cette discussion va nous permettre de faire changer les lois. Et les lois deviennent évolutives. On va dire, ah bon, finalement, là, on est d'accord collectivement pour faire autrement. Et par rapport à notre système d'effondrement, c'est un mécanisme comme ça qui est un mécanisme créateur. Alors pourquoi il serait créateur? Parce qu'en fait, on a un besoin radical de changer le monde. Alors je prends un exemple, par exemple. Je vais faire une polémique avec Gaël Giraud qui n'est pas là. Voilà. Donc je m'excuse, hein, je ne sais pas quand est-ce qu'il pourra me répondre. Voilà. Et donc, quelque part, qu'est-ce qu'il me dit, Gaël Giraud? Alors il me dit, il y a 2 milliards d'êtres humains qui vont sûrement plus pouvoir rester chez eux d'ici 10, 20, 30 ans. Alors ça, quand j'ai entendu ça il y a 2-3 ans, ça m'a mis un coup dans le foie, quoi. 2-3 milliards d'humains, ils ne peuvent plus rester chez eux. Donc vous voyez bien qu'après, on se pose des questions. On se pose des questions, soit ils viennent chez nous, soit ils meurent chez eux. Il n'y a pas de 36 solutions. 2-3 milliards, c'est quand même énorme. Ça voudrait dire que si on prenait la quote-part de la France, il faudrait qu'on passe de 60 millions à 80 millions pour les accueillir, si chacun prend sa quote-part. Donc c'est quelque chose de colossal, qui ne sera pas sans violence non plus. Donc vous voyez qu'à un moment donné, il y a cette possibilité-là, où quelque part, on voit de la violence future. Et puis, moi, je peux proposer un monde plus radical où je dis, ben voilà, je dirais, ben, tiens, pourquoi pas, si on est 98% à pas être d'accord avec continuer comme ça pour arriver là, on fait une insurrection et puis on met en place une société sobre et égalitaire. Alors, pas que égalitaire, mais radicalement égalitaire et radicalement sobre. Et là, peut-être, on va éviter ces 2 milliards soit de morts, soit de problèmes de violence. Donc, quelque part, il va falloir qu'on pèse collectivement cette violence. Hein? Il y a peut-être de la violence à faire ça, parce que même si 98% des gens sont d'accord pour ça, c'est pas pour ça que les 1% des oligarques sont d'accord pour ce projet-là. Imaginons qu'ils ne soient pas d'accord, et imaginons que les 98% soient d'accord. À un moment donné, il faut prendre le pouvoir. Et puis, il y a quand même une violence. Prendre le pouvoir, imaginons qu'on mette tous les gens contre du pouvoir, et puis qu'on soit tous d'accord à 98% de cet autre monde, on prend le pouvoir, on les met au château de Versailles, tous, de des super bonnes conditions, mais on leur enlève leur portable. On leur enlève leur portable, tout moyen de communiquer. Oh, c'est pas tellement violent vu par nous, mais vu par eux, ça peut être hyper violent. Hein? Donc, quelque part, on voit bien que dans ces changements structurels, on va avoir plusieurs chemins pour aller vers des mondes différents. Le monde A, le monde B, le monde C. Chacun de nous aura un imaginaire différent. Et peut-être qu'à un moment donné, ça va se cristalliser pour aller vers un autre monde. Mais en tout cas, s'il y a une science des effondrements, pour moi, elle va porter aussi sur cette pesée de la violence. C'est-à-dire estimer quelle violence il y aura dans différents mondes futurs. Si on continue le business as usual, quelle violence on aura dans le futur. Si on fait autrement, quelle violence il faut pour ne pas faire le business as usual, pour passer vers une autre structure de monde. Donc cette question de la violence est centrale. Alors, là, je pourrais vous donner 1000 exemples de violence. On n'a pas le temps. Comme je suis le maître du temps, il me reste encore 7 minutes. Et du coup, je vous donne un petit exemple fictif pour finir et puis pour voir comment on peut faire une science de l'effondrement. Quelque part, on peut essayer de mesurer l'impact. Prenons un exemple très très simple, caricatural. Supposons qu'il y ait 10% de plus riches, 80% de gens ordinaires et 10% des moins riches, pour ne pas dire des pauvres. Et puis, supposons que leur mode de vie, c'est 12 pour les moins riches, 20 pour la classe moyenne et 100 pour les plus riches. Bon. Et qu'à 10, c'est la limite de la survie. En dessous de 10, on ne survit pas, on meurt. Et puis qu'on a 3 décisions possibles. Une décision 1, une décision 2, une décision 3. Alors vous voyez bien, chaque groupe va avoir son choix. Le groupe des plus riches, il va voir que si on prend la décision 3, et il passera d'une richesse de 100 à une richesse de 30. Je veux dire, c'est une catastrophe pour lui.
Et par contre, les plus pauvres, ce qu'ils vont voir, c'est que seule cette décision 3 leur permet de ne pas mourir. Donc vous voyez, là c'est chaud. Mais on peut voir que dans des exemples actuels, je pourrais vous prendre des exemples sur l'alimentation aujourd'hui, ben, c'est chaud. Il y a des gens qui meurent de faim. Et les trucs, est-ce qu'on continue à faire du biocarburant pour nos avions en disant qu'ils sont écolos et que maintenant on fait du voyage écolo parce que du coup on a piqué de la nourriture aux plus pauvres? Bon. Et puis est-ce qu'on nous pose la question, est-ce que si on mange moins de viande aujourd'hui, est-ce que si je fais 20% de moins de viande, est-ce que cette économie de céréales, elle ira à un plus pauvre pour le nourrir? Est-ce qu'on ne peut pas faire une structure qui fasse ça? Enfin, ces questions, elles sont concrètes. Alors, on propose du coup, on propose 2 schémas de la science. Un qui est réformateur et qui est basé sur la vision de Castoriadis des sociétés hétéronomes, c'est-à-dire on met pas en cause radicalement les choses, et une qu'on va appeler démocratique, où on peut rediscuter de tout le temps et ensemble. Alors, sur cette question-là, supposons qu'il y ait des influenceurs, alors les influenceurs qui influencent la science. Alors, si les influenceurs sont que les plus riches, alors vous voyez bien qu'ils vont influencer l'institution de la science et ils vont dire on étudie les décisions 1 et les décisions 2. Je veux dire, il ne va pas aller étudier la décision 3, qui est trop pénalisante. Alors pourquoi peut-être il étudie la décision 2? Parce qu'il finalement il essaye de tenir compte un peu de l'intérêt des classes moyennes, où les classes moyennes font un peu pression. Donc on étudiera que les questions 1 et 2. Et donc l'institution de la science, elle va regarder l'impact sur les influenceurs de ces affaires-là, et puis sur les non-influenceurs. Et puis du coup, en fonction de ça, on va réformer ou pas nos institutions, et en gros, ça va toujours être positif pour les influenceurs et pour les non-influenceurs. Donc ça, c'est le schéma actuel de la science. Et celui qu'on propose, c'est un schéma démocratique où, du coup, c'est des citoyens, dans peut-être des conventions citoyennes permanentes, dans tout ce que vous voulez, qui du coup, définissent quelles sont les décisions possibles. Et là, ils mettront à l'ordre du jour, à l'agenda, qu'il y a aussi la décision 3 qui est possible. Décision 1, 2, 3. Et puis, c'est eux qui disent quelles sont la grille d'impact qu'ils veulent voir. Ils vont dire, oui, nous, on veut voir cette grille d'impact qu'on a vue, l'impact sur les plus pauvres et les plus riches et les classes moyennes. Alors qu'actuellement, ce n'est pas ça qu'il fait. On ne regarde pas l'impact sur les plus pauvres ou marginalement. Mais donc, ils auront d'autres questions. Donc, ils auront d'autres grilles d'impact. Ils demanderont que la science travaille pour leur donner des informations sur d'autres grilles d'impact. Et par exemple, ils demanderont les impacts sur les citoyens et les impacts sur la nature. Donc, c'est déjà une autre grille d'impact. Et ensuite, en fonction de ça, on va avoir des procédures de choix. Alors là, ça peut être mixte, représentatif et puis direct, que ce soit des votes, ça peut être un mixte de représentation directe, indirecte, tout ce qu'on veut. Et là, on réformera les institutions et derrière, on fera le suivi des impacts. Donc en fait, ce qu'on veut montrer, c'est comment, ce qu'on a voulu montrer, c'est comment les tabous et la question de la violence, de pas mettre de soi-disant ne pas interdire de parler de la violence, fait qu'on ne la gère pas et qu'on ne la pèse pas dans les décisions. Or, il n'y a pas pour nous, il n'y a pas d'études ni de science des effondrements possibles si on ne pèse pas les violences actuelles et futures et celles qui sont nécessaires à la transformation vers un autre type de monde. Voilà. Donc, il me reste 2 minutes, un peu moins. Non, c'est ça. Voilà. Donc là, je vous ai mis le tableau du GIEC, c'était pour revenir sur le GIEC. Ben, vous voyez tous les scénarios qu'il a pris. C'est vrai que j'ai parlé d'un scénario, par exemple, qui paraît abracadabrant. Tout le monde devient sobre et le monde est très égalitaire. Et ben, ce scénario, il est jamais mis en place. Il n'est jamais exprimé. Et du coup, on ne sait jamais, si jamais on était tous sobres et égalitaires, est-ce que les ressources de la planète suffisent pas à chaque moment? On ne le sait pas. On n'a aucune information dessus parce que ce scénario, on n'en veut pas. Et on n'en veut pas pourquoi? Parce qu'indirectement, on dit, pour arriver à ce scénario, il faudrait de la violence.
de méchants révolutionnaires. Alors vous voyez, j'ai pas du tout prôné l'insurrection ni quoi que ce soit, donc j'ai aucune chance d'aller en prison, on est tranquille. Ben, je vous remercie.